Cinérama. Le cinéma dans tous ses états. Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cinérama. Avec moi aujourd'hui Guillemette Odissino. Bonjour Guillemette. Bonjour Samuel. Pour un programme très chargé, nous allons parler du film le plus cher de l'histoire du cinéma français. J'ai nommé Valérian et la Cité des Mille Planètes de Luc Besson. Dans un tout autre registre d'un film beaucoup plus petit, venu des États-Unis, qui s'appelle Transfiguration, de Michael O'Shea. Et ça sera pour les deux principales sorties de la semaine. Nous verrons ensuite le cinéma sur canapé, avec, comme d'habitude, un DVD classique. Et pour changer, un film qui sera disponible uniquement en e-cinéma, c'est-à-dire en VOD. Et nous terminerons bien entendu avec un film à voir le dimanche soir à la télévision. On démarre tout de suite avec donc, le gros morceau de la semaine, le très gros morceau de la semaine, c'est donc Valérian et la Cité des Mille Planètes. Donc je vous le disais, le film le plus cher de l'histoire du cinéma français, 197 millions d'euros, rien que ça. Le film est sorti il y a quelques jours aux États-Unis et le moins que l'on puisse dire, c'est que les critiques ont été un peu mitigées. Je vais citer les deux plus méchantes. Le New York Daily News a dit 1000 planètes et cette chose n'a même pas deux véritables stars. Et elle parle aussi d'un énorme trou noir, une fusée vide pilotée par un gamin étourdi et une bande d'enfants Mossad qui ne s'arrête pas une minute et pourtant ne va nulle part. Voilà. Mais il y a encore pire. Il y a le Hollywood Reporter qui a dit, entre autres vilainies, que le film va obliger la science-fiction à lécher ses plaies pendant un bon moment. Alors, est-ce que ces critiques assez vipérines sont justifiées, selon toi ? Je ne trouve pas du tout. D'abord parce que je pense que ces critiques-là, que je ne connais pas personnellement, mais traitent en plus Valérian d'une manière qui n'est pas justifiée. Ils ne mettent pas Valérian dans la bonne case. Parce qu'il faut quand même mettre Valérian dans la bonne case. Alors certes, c'est la case du blockbuster français, Luc Besson, bien. Mais c'est aussi la case d'un public ciblé, c'est-à-dire un public jeune, adolescent, très jeune, adolescent, un public qui aime à la fois la science-fiction et la bande dessinée, et qui aussi, je pense, aime des spectacles un peu au cœur pur. Alors, comment on peut faire un blockbuster de 190 millions au cœur pur ? Peut-être que ça choque ces messieurs, qui s'attendaient peut-être à voir 2001 l'Odyssée de l'espace. C'est sûr que ce n'est pas ça. Ah non, c'est pas ça du tout. Non. Mais tu parlais de la BD, donc c'est l'adaptation d'une BD un peu culte des années 70 de Christin et Mézières. J'avoue que je connaissais un petit peu la BD. On est quand même très loin de la BD. En gros, il a retenu les noms, enfin le nom des personnages, 2-3 bricoles, un vague canevas d'un album. Après, on est quand même assez loin de cet univers-là. On est plus près d'un Star Wars à la française, ce qui n'est pas une critique, hein, d'ailleurs. C'est un Star Wars à la française, mais quand on regarde quand même un peu dans les détails, il y a quand même des choses qui sont proches de cette BD des années 70, qui était pratiquement l'une des premières BD de SF française, qui était très écolo à sa manière, qui était très féministe, qui était... Donc, en fait, les thèmes de Christin et Mézières sont des thèmes qui tiennent à cœur à Luc Besson depuis très longtemps. Alors oui, il les bessonise à outrance, mais il y a quelques fidélités dans aussi certains personnages secondaires. On retrouve des personnages de la BD. Et après, je pense que c'est vraiment le rêve d'un petit garçon. Alors, est-ce qu'un petit garçon qui a un argent de poche de 200 millions a le droit? C'est ça le problème. Je pense qu'on lui en veut. Il aurait le tort de ne pas le prendre. Mais il aurait tort de se priver. Il aurait tort de se priver. Et c'est quand même un spectacle assez ébouriffant, assez scotchant. On est quand même scotché à son fauteuil. Je suis d'accord. Alors, moi, à ma grande surprise, j'ai plutôt aimé ça, alors que je ne suis pas vraiment fan de Luc Besson. Mais je vais me faire l'avocat du diable, parce qu'à Télérama, les confrères ont été un petit peu moins enthousiastes que nous. Pour reprendre un peu leurs critiques, par exemple, le couple Valérian Laureline, interprété par Dan DeHaan et Cara Delevingne, est-ce qu'il n'est pas un peu trop juvénile quand même ? Pas trop gamin par rapport... En fait, dans la BD, le problème c'est que ça aussi, on a un regard un peu vintage. Dans la BD, elle n'est pas blonde, elle est rousse et elle est un petit peu formée comme ça, elle a un physique des années 70. Mais les héros sont très jeunes dans cette BD. Il ne fait que reprendre ça, sauf qu'aujourd'hui,
de jeunes acteurs comme ça un peu iconiques ont des têtes de mannequins, quoi, de mannequins dans des clips. Mais moi, je les trouve tout à fait... l'actrice est un peu mannequin. C'est un peu mannequin. Mais au contraire, je les trouve tout à fait modernes. En tout cas, ça pourrait être les Valérian et leur ligne d'aujourd'hui, avec là aussi un petit côté un peu boudeur, un petit côté un peu aventurier, insouciant, ça n'arrête pas de se chicaner. Ce sont des ados d'aujourd'hui, et moi je trouve ça intéressant qu'ils n'aient pas voulu créer des ados qui n'existent plus. Ce sont des ados d'aujourd'hui. Ils sont juste dans l'espace. C'est la grande différence. Alors, autre critique qu'on peut adresser au film, est-ce que, alors, si tu l'as dit, c'est un film assez ébouriffant, assez bluffant dans toute la variété des décors. Est-ce que ça ne va pas justement un peu trop vite? Moi, des fois, j'aimerais en profiter davantage de ces univers qui est très varié en plus, parce qu'il y a la terre, l'espace, le milieu aquatique. Est-ce que ça ne va pas justement un petit peu trop vite, peut-être justement pour séduire ce public ado? Je pense que c'est un public qui est habitué à ce qu'on, de par ne serait-ce que les jeux vidéo, à ce qu'on empile comme ça les univers, et ça, Besson sait très bien le faire. Il y a quand même quelques plages, c'est le cas de le dire d'ailleurs, avec les perles, The Pearls, qui sont un peuple absolument magnifique. Alors là, que Besson crée avec un peu pompé sur Avatar quand même, un non? peu pompé sur les créatures d'Avatar. Est-ce qu'on peut se permettre de dire qu'elles sont plus jolies que les créatures d'Avatar? Je suis d'accord. Elles sont moins cucu. Elles arrivent à être très pures, mais moins cucu que dans Avatar. Donc il y a quand même, à certains moments, des plages un petit peu plus de calme. Et même quand ça va à 1500 à l'heure, c'est quand même un bon réalisateur. Il faut quand même le dire. Parce que ce film-là, ceux qui vont s'accorder sur les qualités vont dire les décors, l'univers, les effets spéciaux. Mais certaines scènes de poursuite sont quand même incroyablement bien réalisées. Alors, on va en voir un exemple. On va regarder d'ailleurs la bande-annonce dans laquelle on peut voir quelques-unes de ces scènes. This mission is a simple in and out. Agent Valerian, you'll be running solo. I only work with my partner. Hi. We're a team. Let's go. You're running nearly 20 minutes late. Yeah, well, time flies when you're having fun. Welcome to Alpha. The city of 1,000 planets, where for hundreds of years, every species has shared their knowledge and their intelligence with each other. It's paradise. Alors, on change complètement de registre. On passe à Transfiguration de Michael Oshii. On va dire, pour aller vite, que c'est un film de vampire contemporain, mais très, très particulier. On va regarder la bande-annonce. Have you been hurting any animals? Maybe thinking, but I don't do it. Not anymore. Wow, you're really into Vampires? I was gonna say scary movies. So you heard, huh? No. Someone killed a white boy in the basement. So what are vampires like? I think it starts with drinking blood. Like you have a need to. Eventually that's not good enough. So you switch to animals and people. So you really like him? Yeah, I do. Whatever it is you're doing, there's someone doing a whole lot worse. Alors, comment on pourrait résumer ce premier film américain? Déjà, on pourrait dire que c'est chouette qu'il sorte en salle, oui, parce que ça fait 2 ans qu'il est prêt, qu'il avait été présenté à Un certain regard au Festival de Cannes, mais il y a 2 ans, pas l'année dernière, il y a 2 ans. Et je pense que c'est grâce au succès de The Get Out que un distributeur bien qui a du nez l'a ressorti des... Ouais, en se disant, il y a un film d'horreur d'un réalisateur black américain a bien marché, on va faire pareil. On va faire pareil. Mais c'est plutôt une bonne idée parce que alors, Transfiguration, c'est vraiment un film de genre d'auteur qui parle autant de l'Amérique contemporaine
que des films de vampires, mais en plus avec déjà certains reculs, puisque c'est l'histoire d'un adolescent, un peu isolé, il n'a plus de parents, il habite chez son grand frère, qui revient en plus de la guerre d'Irak. Et cet adolescent adore les films de vampires, mais il n'adore les films de vampires que réalistes. Oui, c'est-à-dire que Twilight, pour lui, c'est pas possible. Selon quoi Il n'a pas tort. Donc dès le début du film, on est d'accord avec ce gamin. Oui, il a particulièrement bon goût parce qu'on le voit, il aime beaucoup le film Morse de Thomas Alfredson, qui est un de mes films préférés. Tout à fait. Et en plus, pour rendre hommage à George Romero qui vient de nous quitter, il aime beaucoup aussi Martin, qui est un film de vampire très très original des années 70. Oui, très particulier. Donc c'est un gamin qui a très bon goût dans le cinéma de vampires. Et en fait, on va s'apercevoir qu'il a de bonnes raisons. Parce que, puisqu'on en est au vampirisme réaliste, ce jeune homme, lui-même, a certains goûts pour la chair, alors qu'il va essayer de réfréner. C'est ça qui est très intéressant. C'est-à-dire, c'est aussi, évidemment, vu qu'il a 14 ans, un film sur comment devenir adulte, comment devenir un homme. Et il va être tenté et aidé par une jeune fille qu'il rencontre, avec laquelle il a beaucoup de discussions, justement, cinéphiles, mais aussi une tentation amoureuse, et ça va déclencher chez cet adolescent des sentiments contrastés. Et c'est surtout, ça se passe dans le Bronx, c'est surtout aussi une vision de la violence américaine, parce qu'autour de lui, il y a un clan qui le harcèle plus ou moins, son grand frère qui ne cesse de lui raconter la violence qu'il a vécue en Irak. Et tout ça est aussi un regard vraiment sur la jeunesse américaine, qui mordante ou qui se fait mordre. Très bien. Alors place maintenant au cinéma sur canapé. Et avec une fois n'est pas coutume, on va vous parler d'un film qui sort directement en e-cinéma. Alors le e-cinéma, c'est ni plus ni moins que de la vidéo à la demande, mais un petit peu plus élaboré, voilà, avec un peu plus événementiel, on va dire. Et alors là, le film, c'est un film fantastique qui s'appelle Colossal. Je pense que c'est le scénario le plus dingo de l'année. Oui. C'est voilà. Alors on va essayer je vais te laisser essayer de résumer ce film. Parce que justement, comme il est colossalement surprenant dans son scénario, il ne faut pas trop dire. Alors disons que c'est une trentenaire qui picole pas mal. Elle picole tellement qu'elle déçoit son amoureux qui finit par la foutre dehors. Elle va donc, comme souvent maintenant, repartir dans sa ville d'origine, dans la maison de ses parents qui est plus ou moins à l'abandon. Elle s'installe là-dedans et elle retrouve un ami d'enfance, un ami. En tout cas, dans cette ville, il y a encore quelqu'un qui est resté, qui était collégien en même temps qu'elle et qui a le bistrot du coin. Elle n'a rien à faire de ses journées à part boire. Elle va donc devenir serveuse. Dans le bar de son copain. Dans le bar de son copain. Le petit problème, c'est que quand Anne Hathaway, donc, qui joue le rôle principal, boit beaucoup et traverse... Ce qui lui arrive souvent, donc. Ce qui lui arrive tout le temps. Et traverse un jardin public où il y a dessus un bête toboggan. Il se passe, à l'autre bout du monde, des événements qui sont là dignes d'un gros film de science-fiction. Genre Godzilla. Voilà. Alors, vous prenez Anne Hathaway qui marche dans le sable d'un jardin public et de l'autre côté, en Corée du Sud, il y a un Godzilla qui attaque. Quel est le rapport? Point de suspension. Voilà, et ce n'est que le début. Et ce n'est que le début. Parce qu'après, on va dire qu'il y a un robot aussi. Il y a un robot qui va affronter le monstre. Parce que le Godzilla n'est pas tout seul. Voilà. Alors oui, c'est vraiment c'est assez intéressant, c'est que le film part quand même sur un postulat assez dingo. Et il ne s'arrête pas là. C'est ça qui est vraiment assez prodigieux. Donc c'est un réalisateur qui s'appelle Nacho Vigalondo, réalisateur espagnol dont aucun des films n'est jusqu'à présent sorti en France, du moins en salle. On a pu voir ses films en VOD ou en DVD. Et là, ouais, ce film est quand même une surprise de bout en bout. C'est assez rare, je trouve, des scénarios comme ça qui arrivent à être totalement imprévisibles jusqu'au bout. Et à croiser, oui, tout à fait. Et tu as raison, et à croiser les genres à ce point. Oui, parce que le début, on a l'impression d'être dans un petit film indépendant américain. C'est presque, en plus, vu qu'il y a Anne Hathaway, on pense un peu à Rachel Somari. Et puis donc, au bout de 20 minutes, c'est plutôt Godzilla ou Pacific Rim. Et puis après, tout se mélange. C'est assez drôle, mine de rien, parce qu'il y a, sur les rapports entre ces trentenaires à la vie pas très marrante, il y a quand même des
gags assez drôles. Le lien entre le Godzilla de Séoul et la jeune alcoolique des États-Unis est assez marrant aussi. Enfin, voilà, ça tourne un moment presque au psychodrame acide, vraiment acide, quand justement l'autre Godzilla arrive, où là vraiment on est dans l'amertume des vies loupées, et la fin. Parce que pendant tout le film, sachez-le, vous vous demandez mais comment ce type va pouvoir finir ? Comment il va pouvoir finir ? Mais on n'y avait pas pensé, mais alors franchement, c'est épatant la manière dont il finit. Non, mais franchement, c'est surprenant tout le temps. Et de voir Anna Thaoué là-dedans... Qui a vraiment été aussi bonne d'ailleurs. Hein. Elle est vraiment elle est très très drôle, elle arrive à être très touchante. C'est une actrice qui est souvent minaude, et là je trouve qu'elle est vraiment très juste de bout en bout. Et franchement, pour les gens qui ont des problèmes avec la boisson, on pourrait leur montrer ça, parce qu'alors là... Si chaque fois que vous buvez, ça donne ça, on arrête tout de suite. Voilà, donc ça s'appelle Colossal, c'est très vivement recommandé par Guillemette et moi-même, et donc c'est visible en e-cinéma sur la plupart des plateformes. Le DVD classique de cette semaine vise à rendre hommage à un très grand acteur qui est mort il y a déjà 35 ans, c'est pas exactement ces jours-ci, mais c'était au début du mois de juillet 1982, c'est Patrick Devers. Alors, on aurait pu choisir Série Noire d'Alain Corneau, qui est peut-être son plus grand rôle et un de ses films les plus impressionnants. On a préféré un film un peu mal aimé, un peu oublié aussi, mais qui est quand même très très beau, c'est Un mauvais fils de Claude Sautet. Alors, pourquoi ce film-là, pourquoi Patrick Devers dans ce film-là? Déjà parce que non seulement c'est un film un peu méconnu, ou en tout cas méprisé de Patrick Devers, c'est aussi un film un peu méconnu de Claude Sautet. Alors qu'en fait, déjà, je trouve cette histoire remarquable et qui collait tellement, accidentellement, mais à la vie de Patrick Devers à ce moment-là, c'est l'histoire d'un trentenaire qui revient des États-Unis où il a été incarcéré pendant plusieurs années pour trafic de drogue et consommation de drogue dans un pénitencier américain. Il rentre en France, il n'a plus de logement, il va donc retourner chez papa, un ancien ouvrier à la retraite. Et comme, hélas, pendant sa peine aux États-Unis, sa mère est morte, son père lui en veut, en fait, l'accuse de la mort de sa mère. Oui, il le traite ouvertement de cancer, même à un moment. Voilà, sa mère serait morte de chagrin à cause de lui. Donc, ce sont d'abord les rapports filiaux très difficiles, mais où on sent qu'il y a une tendresse, une incapacité à dire à l'autre qu'on s'aime. Et pour reprendre un peu, du travail, Patrick Devers va être embauché par Jacques Dufilot, merveilleux libraire homosexuel qui engage comme employé justement des gens en désintoxication. Il embauche Patrick Devers dans sa librairie où travaille déjà Brigitte Fossé, qui est extrêmement sérieuse, fait en sorte de ne jamais regarder Patrick Devers, mais va finir par le regarder, ils vont tomber amoureux. Et c'est vraiment d'une justesse folle surtout, sur la peur de retomber dans la drogue, sur le rapport avec le père, sur un père qui ne sait pas dire, qui est incapable de dire à son fils qu'il l'aime. Et c'est surtout aussi un tournage très émouvant, parce que c'est pratiquement le seul tournage où Patrick Devers a obéi à un cinéaste. Claude Sautet avait un fichu caractère, il ne fallait mieux pas lui désobéir. Exactement, et il s'est vraiment conformé à tout ce que lui disait Sautet, il l'admirait beaucoup. D'autant qu'il savait que Claude Sautet avait hésité un moment à prendre Depardieu. Ah, ça n'aurait pas été du tout le même film. Hein. Et comme Depardieu était parti faire La Nuit américaine de Truffaut, finalement Sautet a compris en plus que c'était Devers le personnage, et il s'est mis à la moitié du scénario à vraiment écrire le rôle pour lui. Donc Devers était fier comme tout qu'un tel cinéaste ait écrit pour lui, et le tournage s'est passé merveilleusement bien. Il y a eu une ambiance de respect, ce qui n'était pas toujours le cas sur les tournages de Patrick Devers. Et moi, je trouve que c'est un film bouleversant. Je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Oui, le film est très beau et tellement à part dans la filmographie de Claude Sautet. C'est une des rares fois où il n'a pas parlé d'un milieu, on va dire, bourgeois évolué. Là, c'est vraiment un milieu plutôt populaire. Et ce qui n'empêche, le film est vraiment très, très beau. C'est-à-dire qu'il y a ce que tu disais sur les rapports entre le père et le fils, et vraiment le personnage de Jacques Dufilot aussi, qui est un personnage assez étrange, un peu fantasque, mais qui apporte vraiment une humanité très forte à ce film. Et il y a Yves Robert. Yves Robert qui joue le rôle du père,
qui est bouleversant, et en plus de la part de Sauté, mais quelle belle idée de lui avoir donné le rôle d'un ouvrier, puisque quand il était jeune, Yves Robert était ouvrier typographe. Donc on sent vraiment que le bleu de travail et tout, ça c'est quelque chose qui lui parle, quoi. Donc de la justesse, tout le temps de la justesse. Voilà, donc Un mauvais fils est disponible en DVD chez Studio Canal et également en VOD sur la plupart des plateformes VOD disponibles. Et on va terminer avec le film à voir cette semaine, ce dimanche soir à la télévision. Alors, un Chabrol, un très grand cru, on va dire, de chocolat, même s'il n'est pas question de vin, mais de chocolat. Ça s'appelle Merci pour le chocolat, ça date de 2000. Et alors, c'est un des nombreux films que Claude Chabrol a tourné avec Isabelle Huppert, et qui a encore une fois un rôle de folle assez gratinée. Assez gratinée. Elle est héritière d'une usine de chocolat. Elle est très calme. Elle maîtrise tellement sa vie. Quand elle rentre chez elle, elle fait du crochet. Une espèce d'énorme truc, là. Une toile d'araignée. Une toile d'araignée en crochet. Elle est mariée avec un concertiste, Jacques Dutronc, qui a un peu du mal à refaire du piano. On ne va pas tout raconter, mais une jeune femme débarque dans leur vie pour un peu aider Jacques Dutronc à répéter le piano, etc. Et petit à petit, on va s'apercevoir qu'en fait, cette famille, tellement bon teint, tellement bourgeoise, sur laquelle règne Isabelle Huppert, en fait, c'est une famille complètement toxique, de par sa faute. Cette femme, ça ne se voit pas, mais complètement folle. Il y a juste de temps en temps des petits détails, comme ça, elle a des petits lapsus gestuels. Voilà. Elle renverse du chocolat bouillant. De la maladresse, voilà. Elle renverse du chocolat bouillant sur tout le monde chaque fois qu'elle est contrariée. Mais oh, pardon. Et c'est vraiment un... Il a souvent fait des rôles de... Enfin, il a souvent demandé à Isabelle Huppert, en plus, de faire des rôles de femmes ou folles ou dérangeantes. Là, c'est l'une de ses compositions les plus inquiétantes, je trouve, à Isabelle. Oui, parce qu'elle en fait toujours un tout petit peu trop, mais volontairement. Tout est contrôlé parfaitement. On a l'impression que parfois, c'est comme elle est en représentation, comme sur une scène de théâtre. Mais c'est tout le temps, mais c'est toujours dans la subtilité. C'est un travail assez extraordinaire d'actrice. Et alors, le film, l'intrigue du film tiendrait à peine sur le dos d'une tablette de chocolat. Hein. C'est très, très, très réduit. Et tout passe par la mise en scène. C'est vraiment un exercice virtuose de mise en scène, de petits détails. Voilà. C'est vraiment un des très grands Chabrol des années 2000 que vous pouvez revoir sur HD1, donc ce dimanche à 21h. Voilà, c'est terminé pour cette semaine. Merci Guillemette. Mais de rien, c'était chouette. C'était très chouette. Merci Samuel. Donc Cinérama fait une pause pendant une semaine. On prend aussi quelques vacances et vous retrouverez Pierre Murat la semaine du 9 août pour parler notamment d'un très beau film, on peut dire corse. Une vie violente. Oui, puisque tourné en Corse, réalisateur corse. Donc Thierry de Peretti dit « Je suis réalisateur corse ». Une vie violente de Thierry de Peretti sur l'histoire d'un nationaliste corse. Et Pierre Murat vous parlera aussi de Lola Pater, un film assez étonnant avec Fanny Ardant. Voilà, d'ici là, bonnes vacances si vous avez la chance de prendre des vacances et bon film. Cinérama. Le cinéma dans tous ses états.